Vous êtes sur CCTV Français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, avant sa tournée officielle de 5 jours dans la région, le président chinois Xi Jinping s'est exprimé dans un article à paraître dans le quotidien égyptien Al-Ahram. Le président chinois a rappelé qu'en 2014, au moment où la Chine et l'Égypte avaient décidé d'élever le niveau de leurs relations d'amitié au rang de partenariat stratégique, les deux pays s'étaient engagés ensemble à accélérer leur développement. Xi Jinping a indiqué que les efforts étaient menés pour maintenir la paix régionale, promouvoir la coopération bilatérale, tout en défendant la diversité de leur civilisation. Le président Xi a par ailleurs déclaré que la Chine et l'Égypte, dans le cadre de l'amitié avec les autres nations arabes, pouvaient ensemble construire un nouvel horizon afin de stimuler le rajeunissement national dans les deux patries. Notre chaîne CCTV a réalisé une interview exclusive avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui s'est montré optimiste concernant la visite du président Xi Jinping dans le pays. Écoutons-la. La relation entre les deux pays est historique et s'étend au-delà de nos gouvernements. Nos peuples sont amis et le partage de nombreuses caractéristiques communes, ils tirent leur origine de grandes civilisations qui ont participé à enrichir l'humanité. Leurs relations sont évidentes et la Chine a reconnu la volonté des Égyptiens le 30 juin 2013. Cela était très clair lors des réunions entre les deux présidents. En tout juste un an, ils se sont rencontrés 5 fois. En Égypte, la visite du président chinois est perçue comme une chance de revitaliser l'économie. Cela fera bientôt 5 ans que les événements de la place Tahrir ont pris place. Depuis, le pays a traversé de nombreuses phases d'instabilité. L'économie s'en est trouvée profondément affectée et nombreux sont ceux qui espèrent que la Chine pourra contribuer à sa reprise. Le Caire est l'une des capitales les plus peuplées et les plus dynamiques d'Afrique. Mais les conditions de vie sont devenues récemment de plus en plus difficiles. Cette détérioration a suivi celle de l'économie égyptienne qui tourne au ralenti depuis les 5 dernières années. Il y a aujourd'hui très peu de touristes au Caire et donc très peu de dollars dans les bazars de la ville. Dans la capitale, la sécurité est devenue une préoccupation de chaque instant. Dans certains quartiers, il est désormais interdit de filmer. Cela semble invraisemblable pour cette ville qui a tant d'histoire, de culture et de chefs-d'œuvre millénaires à partager. Le président Xi Jinping sera bientôt en visite dans un pays qui a été le témoin de changements dramatiques au cours des 5 dernières années. La population est enthousiaste à l'approche de sa venue et espère que la Chine pourra ramener l'Égypte sur la voie de la stabilité, de la prospérité et du développement. L'économie est en déclin et nous essayons d'y remédier, donc investir avec la Chine pourrait être une bonne idée. Je suis enthousiaste à l'idée de touristes chinois car lorsqu'ils voyagent, ils achètent beaucoup de marchandises. Les Égyptiens sont également des acheteurs potentiels et une coopération entre la Chine et l'Égypte dans les secteurs manufacturiers et industriels nous aiderait à améliorer la situation. La Chine est une grande puissance économique, ce qui est une bonne chose. En Égypte, nous essayons de grandir également, donc cette visite est une bonne chose. La Chine est une grande puissance mondiale et elle peut aider l'Égypte dans le domaine économique et dans d'autres secteurs également. Peu de signes de l'enthousiasme suscité par l'arrivée du président Xi en Égypte sont visibles dans les rues du Caire, mais sa venue a attiré l'attention d'une grande partie de la population qui espère que la Chine et l'Égypte pourront restaurer la stabilité dans le pays. Le président Xi a quant à lui prévu d'aborder un grand nombre de questions lors de sa visite. En Égypte, le canal de Suez est une composante essentielle de la route de la soie maritime qui facilite la circulation de la Chine au sud de l'Europe. L'agrandissement de cette voie maritime et les projets potentiels d'investissement figurent parmi les priorités de l'Égypte dans les discussions entre les dirigeants des deux pays. Depuis le mois d'août l'année dernière, quand le président Al-Sisi a inauguré le nouveau projet du canal de Suez, cette voie navigable essentielle est capable d'accueillir davantage de bateaux, mais aussi des navires de plus grande dimension. Mais le premier projet national du président Al-Sisi n'était que le début d'un plus grand rêve égyptien qui devrait faire revivre les berges désertes du canal. Le Caire croit que ces projets cadrent parfaitement avec les projets de commerce international de la Chine.
Le président Xi Jinping a livré un important message dans le cadre du projet Une ceinture, une route pour relancer la route de la soie en 2013. Et en 2014, l'Égypte a décidé de creuser le canal. Le pays a terminé le projet en un an. Le projet de développement du canal de Suez représente une véritable planche de salut pour l'économie de l'Égypte. Des zones de commerce et d'échange seront aménagées pour faire de l'Égypte une plaque tournante dans la région. La route débute dans les ports chinois. Il faut qu'il y ait un point d'arrivée. En reliant ces deux pôles, c'est une opportunité qui permettra au monde, et particulièrement aux Chinois, de venir et de nous envoyer leurs produits pour être transformés ou assemblés. L'utilisation de cette zone stratégique permettra d'atteindre les marchés importants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. C'est une vision que la Chine avait déjà commencé à mettre en place avant la dernière expansion du canal de Suez. Une zone industrielle chinoise est déjà en construction et devrait pouvoir accueillir environ 200 usines. L'Égypte ne pourrait être plus satisfaite de la renaissance de la route de la soie maritime. Et lors de la rencontre du président chinois avec son homologue égyptien, il sera amplement question de ce projet économique qui tient à cœur au président Al-Sisi. Même au XXIe siècle, la culture traditionnelle égyptienne reste vivace. On ne la retrouve pas seulement dans les musées ou dans les pyramides. Au Caire, elle se mêle aux embouteillages gigantesques qui se créent aux heures de pointe. CCTV s'est rendu sur place pour essayer un hantour. Il faut beaucoup de sang-froid pour conduire dans les rues du Caire. Prendre un hantour, cette calèche traditionnelle tractée par un cheval, semble d'autant plus risqué. Mais pour de nombreux touristes et habitants, ce moyen de transport traditionnel est une expérience incontournable. Mohamed, conducteur de hantour, recommande d'ailleurs au président chinois Xi Jinping d'essayer lors de sa visite. Cela fait 15 ans qu'il exerce le métier et semble parfaitement à l'aise dans les embouteillages de la ville. Selon Mohamed, conduire un hantour est une chose aisée. Il m'explique que la conduite d'une voiture est une expérience similaire. Il suffit de tirer à droite pour que le cheval tourne à droite et à gauche pour qu'il aille à gauche. Il faut également se balancer pour maintenir une allure constante au trot. En revanche, il est plus difficile de s'insérer dans la circulation du Caire. Ici, dans la rue Gazir, nous sommes à l'écart des embouteillages. Quelques minutes de trajet nous transportent au cœur des événements qui ont récemment ébranlé la ville, sur le pont du 6 octobre. Il s'agit du quartier où la révolution de 2011 a pris place. Le Caire en porte encore les marques. Les ruines du quartier général de l'ancien parti en place ont finalement été déblayées 5 ans après que le bâtiment ait été incendié par les manifestants. Mohamed passe par cette route tous les jours. Pendant la Révolution, nous ne pouvions pas passer par cette route ou prendre des passagers à cet endroit. Si le président chinois montait dans mon hantour pendant sa visite, c'est là que je l'emmènerais pour lui montrer qu'aujourd'hui, le quartier est sûr et que les choses vont mieux. La visite du président Xi Jinping est considérée comme un honneur par certains locaux tels que notre conducteur. Cette visite est très importante car nous savons que la Chine est une grande puissance. C'est bon pour nous d'avoir des liens avec la Chine, c'est un honneur. La baisse du tourisme en Égypte, qui se poursuit depuis 2011, a sérieusement compliqué les affaires de Mohamed et des autres conducteurs de hantour. Malgré tout, ils n'abandonneront pas leur vocation. Les hantours sont utilisés comme moyen de transport des invités d'honneur en Égypte depuis l'époque d'Alexandre le Grand. Mohamed et ses collègues sont donc bien déterminés à continuer de faire vivre cette tradition. Les partis en conflit au Soudan du Sud ont échoué à se mettre d'accord sur les modalités pour former un gouvernement d'unité nationale. Le gouvernement de Salva Kiir a déclaré qu'il souhaitait que le gouvernement d'unité soit formé avant que l'accord de paix soit incorporé à la Constitution. L'opposition souhaite cependant que l'accord soit incorporé dans la Constitution avant de former un gouvernement d'unité nationale. Le Soudan du Sud devra attendre encore un peu avant de voir la formation d'un gouvernement d'unité nationale. La commission conjointe de surveillance et d'évaluation, un organe formé pour surveiller la mise en place de l'accord de paix, a fixé au 22 janvier 2016 la date pour constituer le gouvernement d'unité nationale. La commission conjointe de surveillance et d'évaluation, un organe formé pour surveiller la mise en place de l'accord de paix, a fixé au 22 janvier 2016 la date pour constituer le gouvernement d'unité nationale.
Mais l'opposition, dirigée par l'ancien vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, a déclaré que les dirigeants de son équipe de négociation se retiraient de Djouba pour consultation et qu'il souhaitait que la Constitution soit amendée avant la formation d'un quelconque gouvernement d'unité nationale. La question concernant l'amendement de la Constitution n'a toujours pas été résolue jusqu'à maintenant. Ils sont toujours en train de discuter des 28 États. La question des zones tampons qui ont servi à l'accord de cessez-le-feu que nous avions signé avec le gouvernement n'a toujours pas été résolue. Nos forces, qui sont supposées venir à Djouba, incluant des unités de police servant à aider à sécuriser Djouba, n'ont même pas encore bougé. La question du retrait des troupes gouvernementales de Djouba, selon l'accord, n'a pas été résolue. Les forces gouvernementales se trouvent toujours à Djouba. Beaucoup de problèmes restent à résoudre. De son côté, le parti au pouvoir estime que le gouvernement d'unité nationale pourrait être formé dès à présent et que la Constitution pourra être amendée plus tard. Nous nous sommes mis d'accord lors de la réunion de la Commission conjointe de surveillance et d'évaluation pour mettre en place un gouvernement d'unité nationale de transition le 22. À l'issue de la réunion, les représentants de l'opposition sont venus en affirmant clairement qu'ils n'étaient pas prêts pour l'établissement d'un gouvernement d'union nationale de transition, excepté après l'adoption de la Constitution amendée et sa signature en tant que loi. Selon la Constitution du Soudan du Sud, tout amendement de la Constitution prendra au minimum 1 mois. Si l'accord de paix doit être incorporé dans la Constitution, cela signifie donc que les Sud-Soudanais devront attendre au moins ce délai avant qu'un gouvernement d'unité nationale ne soit mis en place. Le Soudan du Sud a débuté les négociations pour une réduction des taxes pour le transit de son pétrole avec son voisin du Nord, le Soudan. Cette décision a été prise suite à la forte chute du cours du pétrole ces derniers mois. Le Soudan du Sud possède du pétrole, mais c'est son voisin du Nord, le Soudan, qui possède les infrastructures servant à le transporter. Djouba paye donc Khartoum pour ce service. Auparavant, les deux pays ne faisaient qu'un. La négociation pour les taxes de transit a été l'un des aspects les plus délicats de la transition vers l'indépendance. Mais le cours du pétrole a depuis fortement baissé. Le pétrole représente 98% du budget du Soudan du Sud. Et en vue d'économiser de l'argent, il souhaite réduire les taxes sur son transport. La location des oléoducs a été faite sur la base d'un cours du pétrole élevé, au-dessus des 100 $ le baril. À présent, le prix du baril se situe autour des 30 $ ou moins, ce qui signifie que nous devrons négocier avec le Soudan afin de voir si, avec si peu d'argent, nous pourrons tous en bénéficier. Selon les experts, un accord est la clé pour les deux pays. Tant que le cours mondial restera bas, cela ne fera aucun sens pour nous d'exporter, car en exportant, nous payons des taxes qui sont trop élevées pour nous, que nous ne pouvons pas nous offrir. Cela revient à amener du pétrole sur le marché quasiment gratuitement. Les experts estiment également qu'il est largement temps pour le Soudan du Sud de se focaliser sur la construction de ses propres capacités de raffinage, plutôt que de compter uniquement sur des exportations de brut. Les raffineries du Soudan du Sud ont été détruites entre 2013 et 2015 au cours de la guerre civile qui a secoué le pays. Et maintenant, le temps consacré aux marchés boursiers européens, américains et africains. La bourse de Paris a terminé en hausse de 1,97% mardi. La bourse de Londres a terminé mardi en hausse de 1,68%. L'indice vedette DAX a clôturé en nette hausse de 1,50%. Wall Street a fini sans tendance mardi, une séance incertaine. Les craintes sur le marché pétrolier et la Chine continuant à entraver les velléités de rebond après un mauvais début d'année. Le Dow Jones a pris 0,17% et le Nasdaq a perdu 0,26%. L'indice élargi S&P 500, jugé le plus représentatif par de nombreux investisseurs, a avancé de 0,05%. Et maintenant, le temps consacré aux bourses des pays africains. L'indice Jitopi de l'Afrique du Sud a augmenté de 1,85%. L'indice Massi du Maroc a augmenté de 0,22%. Et l'indice Setoun de la Tunisie a augmenté de 0,02%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux.
Le premier incubateur de start-up du Malawi projette de former 5000 jeunes technopreneurs d'ici 2019. M-Hub encourage les générations futures à développer leurs propres solutions pour leur communauté. Reportage. Damanda Bios, de 19 ans, vient d'être diplômée du Lilongwe Technical College et elle est à l'origine d'une application mobile qui a gagné un prix. Welcome to MobiBank. The fact that banks close at 3 o'clock here is just... Les banques ferment à 15 heures ici. Ce n'est pas pratique si vous avez réellement besoin d'argent. Donc je me suis dit qu'en créant cette application, j'allais aider à réduire le nombre de gens dans les banques. J'aimerais vraiment voir tout le monde l'utiliser. Quand vous y pensez, c'est vraiment époustouflant. Vous n'avez plus besoin d'aller à la banque. Damanda fait partie des technopreneurs formés par MHub, le premier incubateur de start-up du Malawi. Avec le soutien de Google, la société offre un espace pour que les start-up se développent ainsi qu'une formation en informatique comme l'apprentissage du code. La directrice générale, Rachel Seaband, pense que MHub peut compter sur la richesse du potentiel entrepreneurial. Je pense que nous avons des jeunes qui sont vraiment doués et pour ceux qui n'ont pas ce talent, ils ont vraiment envie d'apprendre et d'améliorer leurs compétences techniques comme la création de sites internet ou d'applications mobiles. D'un autre côté, nous avons aussi des jeunes qui sont dans l'univers technologique. Ils font des sites et des applications, mais ils n'ont pas le savoir pour faire de l'entrepreneuriat. Et donc, nous sommes ici pour les aider, pour qu'ils puissent utiliser leurs compétences et traduire cela en argent en devenant entrepreneurs. MHub souhaite aussi accroître la participation des femmes à ces efforts destinés à créer une génération douée pour la technologie. Il y a peu de femmes dans le secteur des technologies. La majorité d'entre elles sont juste des consommatrices de technologie. Elles utilisent les logiciels Microsoft, elles utilisent Facebook, mais elles ne savent pas comment cela est créé. Et nous pensons que si nous amenons plus de femmes et les formons sur la façon de créer la technologie, nous augmenterons alors le nombre de participants. Cela aide les jeunes femmes comme Damanda qui ont de grands rêves. Mon rêve ultime serait peut-être d'être le prochain Bill Gates ou Jobs. Au Sénégal, la transformation du poisson est devenue une activité génératrice de revenus pour de nombreuses femmes. Il s'agit d'un moyen de combattre la pauvreté ainsi que d'un facteur de développement économique. La transformation artisanale des produits issus de la pêche est dominée à 90% par les femmes sénégalaises. Plus de 40% de la production est transformée. Au nombre d'environ 7000, ces femmes travaillent dans ce champ des zones côtières. À Joal, à 100 km de la capitale Dakar, les femmes sont occupées près des fours à fumage. D'ailleurs, le fumage du poisson est la principale activité d'export dans cette région. Organisée en groupe, chaque femme en emploie en moyenne 5 autres, les rendant ainsi financièrement indépendantes. J'ai commencé le fumage du poisson pour aider ma famille. J'achète du poisson frais, je le fume et je le vends à mes clients qui sont principalement les Burkinabés. Ils viennent ici pour acheter puis le revendent chez eux. Les affaires vont bien et j'arrive à joindre les deux bouts en fin de mois. C'est mieux que de rester chez soi à ne rien faire. Nous avons des Burkinaises, des Guinéennes, des Ivoiriennes et même des partenaires sénégalaises qui sont intéressés par notre activité. Aujourd'hui, grâce à ces partenaires, le prix du poisson fumé est d'environ 900 francs CFA, soit environ 1,44 $ par kilo, ce qui était impensable avant. Désormais, nous sommes même confrontés à une pénurie de poissons.
Et nous devons reconnaître que cette explosion a permis à toutes les femmes de notre plateforme d'être autonomes, car chacune dispose de son propre four pour fumer son poisson. Et il existe de nombreuses techniques de transformation. Il faut utiliser le salage, le séchage, le fumage et la fermentation. Et le principal poisson utilisé est la sardine. Les produits transformés sont principalement utilisés sur les marchés régionaux, à l'export, ainsi que pour la consommation locale. Grâce à leur savoir-faire, leur innovation et leur organisation, ces femmes fumeuses de poissons de Joal sont capables d'attirer les opérateurs économiques de la sous-région. Avant, j'avais l'habitude de transporter au moins 600 boîtes, mais désormais, c'est entre 600 et 800. Une fois que j'arrive au Burkina Faso, je les revends dans différents pays tels que le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et pour aider ces femmes fumeuses de poissons à sortir de la pauvreté et la précarité, le ministère des Femmes et des Enfants a mis en place un programme de soutien par le biais de fonds d'investissement. Au Sénégal, on a fini de comprendre que le travail de la femme est effectivement un indicateur de développement économique. Ces femmes de Joal qui travaillent dans la transformation de produits halieutiques, c'est des dames, de braves dames, qui n'ont pas attendu tout le temps le soutien de l'État pour s'impliquer dans le développement économique de leur localité. C'est effectivement des dames que le ministère de la Femme encadre à travers plusieurs projets, ces programmes, comme par exemple le programme intégré de développement économique et social, comme également le Centre national d'assistance à la femme, comme également le PALAM, le programme... Il y a également des femmes qui pratiquent le fumage de poissons dans d'autres régions du Sénégal, telles que Saint-Louis, Ziguinchor, Dakar, Mbour et Rufisque. Mais le contact avec le sel et la fumée provoque des problèmes de santé et de sécurité. Pour résoudre cela, le gouvernement a promis d'assister ces femmes par le biais d'équipements appropriés qui permettront de les protéger. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.